4 septembre 1513, 2 jours avant l'arrivée de l'armée ennemie, la terrible phase finale du plan de défense de Dijon est exécutée. Les faubourgs situés hors des murs de la ville sont alors incendiés, à l'exception de l'hôpital, aujourd'hui cité de la gastronomie, qui était alors un îlot entouré par louches. Mais alors, pourquoi mettre le feu au faubourg ? Eh ben, tout simplement pour empêcher que l'ennemi ne s'y faufile et l'utilise comme abri. En effet, il aurait pu s'y dissimuler jusque sous les murs de la cité pour pouvoir effectuer un travail de sape des murs, c'est-à-dire creuser en dessous des fondations pour que les murs de la cité s'écroulent. Environ 1000 Dijonnais des faubourgs perdirent ainsi tous leurs biens. Et en ce temps-là, ni assurance, ni aide, ni indemnisation d'État. Imaginez l'horreur de ces grands brasiers entourant la ville, aux flammes d'une dizaine de mètres de haut, à la fumée, à l'odeur du cramé, du travail souvent d'une vie qui partait dans les flammes. Un premier terrible traumatisme pour la population, au moral au plus bas avant même le début du siège. Le tout donnant même naissance à la légende de la Vierge pleurante. Lors de la destruction du faubourg Saint-Nicolas, se trouvant sur l'actuelle place de la République, la destruction de l'église du bourg fut stoppée par les larmes d'une statue de la Vierge. Dans les faits, l'écart de température dû aux incendies avait fini par faire suinter le bois dont était composée la statue. Le pire restait encore à venir pour les Dijonnais. 8 septembre 1513. La cloche d'alarme de Notre-Dame sonne. Les guetteurs ont identifié l'armée ennemie. Arrivant de l'ouest, l'énorme armée de 40 000 hommes se déploie sur les hauteurs de ce qui deviendra la fac. Un emplacement parfait pour arroser toute la ville de ses 50 canons. Et ce, tout en étant hors de portée du château et trop haut pour l'artillerie de rempart. De plus, ces hauteurs avaient également l'avantage d'avoir une source d'eau, qui prendra le nom de la compagnie helvète, la Fontaine aux Suisses, qui existe toujours aujourd'hui. 9 septembre 1513. Les canons ennemis vomissent leur premier boulet. Le premier bombardement se concentre sur le rempart Saint-Michel. Le but, ouvrir une brèche dans l'enceinte pour y donner l'assaut. La muraille, dépassée et mal entretenue, donne aussitôt des signes de faiblesse, subissant l'impact de boulets de fer de 3 calibres, 8, 13 et 27 kilos. Comment on le sait ? Eh bien parce que des témoignages de cet instant subsistent encore aujourd'hui. En effet, des boulets ont été conservés et entreposés dans la sacristie de Saint-Michel. Pourquoi des boulets de fer ? Eh bien parce qu'ils sont plus denses que la pierre, 6 fois plus. Les boulets deviennent donc plus petits et réduisent de fait le diamètre des canons, ce qui rend l'artillerie plus petite et du même coup plus transportable. Face au péril de cette brèche, la Trémouille réagit avec une tactique très rusée. Bon, alors pour vous expliquer sa stratégie de façon très simple, on va faire un dessin tout aussi simple. Là vous avez le mur d'enceinte, là vous avez l'intérieur de la ville, et là vous avez l'extérieur de la ville. Quand le mur d'enceinte est détruit, on va pas laisser les mecs rentrer tranquillou, hein. Donc on va inventer un truc pour les retarder. D'abord ce qu'on fait, c'est qu'à l'extérieur, on creuse des douves. Bon, là pour le coup, ces douves-là n'étaient pas entretenues et remplies de saleté avec le temps, ce qui fait que les gars pouvaient traverser sans trop de problèmes. Ensuite, quand le mur commence à montrer des signes de faiblesse, eh ben qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben derrière le mur, on creuse un fossé. Comme ça les mecs quand ils rentrent, eh ben ils vont devoir descendre dans le fossé. Et c'est au moment de remonter pour rentrer dans la ville que se trouve le comité d'accueil, c'est-à-dire des gros bras en armure avec des lances qui se mettent à les poinçonner, mais pas comme dans le métro, vous voyez ? Après, si on a suffisamment de temps devant nous, on peut faire le maxi best-of plus, c'est-à-dire en plus de creuser un fossé, on construit en plus une barricade au bord de celui-ci, ce qui fait que quand les gars sont au fond du fossé, non seulement ils doivent remonter, mais en plus ils sont face à une barricade avec un gars protégé derrière qui continue de les poinçonner bien comme il faut. Pendant ce temps-là, la population dijonnaise, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben celle qui n'aide pas à creuser ces fameux fossés, eh ben elle se planque, elle est complètement terrorisée par les boulets qui passent également par-dessus les remparts et commencent à détruire les bâtiments. A noter que ces fameux boulets qui s'abattent dans la ville ne feront aucun mort, comme quoi se planquer dans une cave c'est efficace, c'est pour ça qu'on saura bien s'en souvenir en 44. Ces bombardements ne s'arrêteront pas, ils seront sans discontinuer toute la nuit jusqu'au lendemain, le 10 septembre. Je vous laisse imaginer la nuit que les Dijonnais ont dû passer. Le 10 donc, les assiégeants décident d'ouvrir un deuxième front. Un corps de soldats suisses et d'artillerie est alors détaché avec ordre de contourner la ville par le sud, afin d'éviter à la fois les tirs du château, mais aussi de Talent.
Le détachement s'installe sur le mont des Chartreux, cette hauteur ayant le grand avantage d'être couverte par l'avancement de la porte Guillaume, et en plus on a une vue bien dégagée sur Saint-Bénigne, chose qui n'a pas changé aujourd'hui. Le double bombardement commence alors. Dijon, prise entre deux feux, subit alors sans discontinuer les bombardements. Faire attaquer de tous les côtés, je me défendais. La Trémouille de son côté envoie des négociateurs, mais ils reviennent bredouille. Et c'est là que la seconde brèche dans les remparts de la ville apparaît. Le fracas de l'effondrement de la seconde enceinte sonnant comme un glas, on décide de faire sortir la statue de la Vierge à l'Enfant de Notre-Dame de Dijon pour lui faire une procession solennelle dans la ville. La légende dit même qu'elle fut noircie par la fumée des canons des Suisses. Vous pourrez d'ailleurs en juger par vous-même car elle a survécu jusqu'à nos jours. Dans tous les cas, la fumée des canons suisses se dissipèrent lorsqu'ils cessèrent le feu. Un grand calme se fit alors sur toute la zone. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Et pour cause, les contingents allemands, suisses et franc-comtois se mettent en branle et commencent à avancer vers les brèches. Se rapprochant de la ville, les contingents commencent à subir les tirs de l'artillerie de rempart. Mais les contingents poursuivent leur avancée et finissent par arriver à portée des arquebuses. Malgré boulets, balles d'arquebuse, carreaux d'arbalète, les contingents poursuivent leur avancée et finissent par atteindre les brèches. Le destin de la ville se joue alors. La Trémouille, entourée d'hommes de confiance, de soldats rompus aux campagnes d'Italie, lutte hardiment pour tenir la ville. La lutte est sauvage, mais les hommes de la Trémouille tiennent. Ils tiennent durant un temps semblant interminable, jusqu'à ce que les commandants suisses, allemands et franc-comtois décident d'interrompre l'assaut. Pour ce jour, Dijon venait de réchapper au carnage. Cependant, dès que les contingents ennemis ont rejoint leur camp, les bombardements reprennent. La cité sera-t-elle en mesure de tenir le coup? Vous le saurez dans le prochain épisode de Survol d'Histoire.